Braves gens, bonsoir et bienvenue ou re-bienvenue. Dans FX Histoire. Et donc ce soir, dans FX Histoire, je vais vous lire À lire au crépuscule de Charles Dickens. Braves gens, bonne écoute. Quatre, 5. Ils étaient 5. 5 guides de montagne, assis sur un banc devant le couvent bâti au sommet du Grand Saint-Bernard dans les Alpes suisses. Ils contemplaient au loin les pics qui s'empourpraient dans le soleil couchant. On aurait dit que l'on avait déversé sur les cimes un flot de vin rouge que la neige n'avait pas encore eu le temps d'absorber. Cette comparaison n'est pas de moi. C'est l'image que la scène inspira à l'un des guides, le plus gaillard d'entre eux, un Allemand. Mais ses compagnons ne prêtèrent attention ni à sa remarque, ni à moi-même, qui était assis sur l'autre banc, de l'autre côté de la porte du couvent, occupé tout comme eux à fumer mon cigare et à regarder tout comme eux la neige écarlate, ainsi que la cahute solitaire où, à quelques pas de là, les corps de voyageurs décédés retrouvés sous les neiges se dessèchent lentement, faute de pouvoir se décomposer dans ces régions glaciales. Sous notre regard, la neige absorba peu à peu le vin déversé sur les cimes et la montagne blanchit, tandis que s'assombrissait le bleu du ciel. Le vent se leva et un froid piquant envahit l'air. Les 5 guides boutonnèrent leur épais manteau. Et comme il n'y a pas de meilleur exemple à suivre dans ces cas-là qu'un guide de montagne, je fis de même. Le coucher du soleil sur la montagne avait interrompu la conversation des guides, car c'est un spectacle sublime qui incite au silence. Mais
comme la montagne plongeait dans l'obscurité après les illuminations du couchant. Ils reprirent leur discussion auxquelles je n'avais pas pris part car je n'avais pas encore réussi à me libérer du gentleman américain qui, assis face à l'âtre dans le salon que le couvent réservait aux voyageurs, avait entrepris de me narrer par le menu toutes les étapes qui avaient permis à l'honorable Ananias Dodger d'accumuler l'une des plus immenses fortunes jamais réalisées en dollars. « Bon Dieu !» s'exclama le guide suisse en français, ce qui, à mes yeux, ne saurait faire pardonner le susdit juron, car, contrairement à ce que semblent croire certains auteurs, il ne suffit pas de l'écrire dans cette langue étrangère pour le faire paraître innocent. « Si vous abordez la question des fantômes... »« Mais non, je ne parle pas de fantômes, » dit le guide allemand. « Et de quoi donc ?»« Ah ça, si je savais, » fit l'Allemand, « je serais sans doute bien plus savant. » Subtile réponse, me dis-je, tout à coup plus curieux. Je me rapprochai d'eux en me glissant à l'autre bout du banc et m'adossai au mur du couvent de manière à les entendre distinctement mais sans donner l'impression de les écouter. « Tonnerre de Dieu !» dit l'Allemand en s'excitant. « Quand quelqu'un s'apprête subitement à vous rendre visite et, sans même le savoir, vous envoie un messager invisible qui vous fait penser à lui toute la journée, comment appelez-vous cela ? Quand vous vous promenez dans la foule à Francfort, à Milan, à Londres ou à Paris, et que vous vous dites que ce passant ressemble à votre ami Heinrich, et que cet autre passant ressemble aussi à votre ami Heinrich, et que vous vient l'étrange pressentiment que vous allez rencontrer votre ami Heinrich, et qu'effectivement vous le rencontrez, alors que vous étiez persuadé qu'il était à Trieste, comment est-ce que vous appelez cela ? Allons donc, ce n'est pas si extraordinaire que ça, murmurèrent le guide suisse et ses trois compagnons. Pas si extraordinaire, fit l'Allemand. Mais non, c'est tout aussi ordinaire que les cerises dans la forêt noire ou que les macaronis à Naples. Et d'ailleurs, Naples me rappelle un autre cas. Lorsque la vieille marquise Senzanima s'exclama au beau milieu d'une partie de cartes sur la Chiaja, et je l'ai vu et entendu car cela s'est produit dans une famille bavaroise pour laquelle j'ai travaillé et dont je surveillais le service ce soir-là. Donc, dis-je, quand la vieille marquise sursaute à la table de jeu, devient livide malgré son phare à jouer et s'écrie « Ma sœur qui vit en Espagne est morte! J'ai senti sa main glacée dans mon dos !» Et qu'à ce moment précis, cette sœur rend l'âme. Comment appelez-vous ça ? Ou bien, ajouta le guide napolitain au bout de quelques instants, avec une expression sarcastique, quand le sang de San Gennaro se remet à couler sur les ordres des prêtres, comme cela se produit tous les ans sans exception dans ma ville natale, tout le monde le sait. Comment appelez-vous ça ? Ça ? S'écria l'Allemand. Eh bien, je crois que je connais le mot pour ça. Un miracle, peut-être ? Demanda le Napolitain, toujours avec le même air finaud. L'Allemand se contenta de rire et de tirer sur son cigare. Et tous les autres de rire en tirant sur leur cigare. Il n'empêche, reprit l'Allemand après quelques instants. Moi, je vous parle de faits bien réels. Quand je veux voir des tours de magie, je m'offre le spectacle d'un magicien professionnel. Et j'en ai pour mon argent. Pas besoin de fantômes pour qu'il se passe des choses très étranges. Des fantômes. Giovanni Battista, racontez-nous votre histoire sur la mariée anglaise. Celle-là, elle est bien étrange. Et pourtant, il n'y a pas de fantômes. Vous pourrez me l'expliquer, vous ?
Ils eurent un moment de silence. Et je jetai un œil au groupe. Celui qui me semblait répondre au nom de Baptista, un Génois, aurais-je dit, commença par allumer un nouveau cigare, puis prit la parole. L'histoire de la mariée anglaise. Basta. Je ne sais pas si on peut appeler cela une histoire. Mais enfin, peu importe le terme. Cela s'est bel et bien passé. Croyez-moi, messieurs. Ça s'est bel et bien passé. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais tout ce que je vais vous raconter est bel et bien vrai. Et il martela cela à plusieurs reprises. The atomic bomb. 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 7. 7. 6. 6. 5. 5. 3. 3. Il y a 10 ans, je me suis présenté, muni de lettres de référence, chez un gentleman anglais qui vivait à l'hôtel Long, dans Bond Street, et qui s'apprêtait à partir en voyage pour 1 an, peut-être même 2. Satisfait de mes références et de mon attitude, il contacta sans hésiter mes anciens employeurs et, ayant reçu des recommandations en ma faveur, m'engagea pour 6 mois, avec un bon salaire. Il était jeune, beau et très heureux, car il aimait une jeune Anglaise très belle, dotée d'une fortune assez importante, qu'il allait bientôt épouser. Le voyage qu'il prévoyait était, en d'autres termes, leur voyage de noces. Pour se reposer durant les 3 mois de la saison chaude, car nous étions au début de l'été, il avait loué une vieille demeure de la Riviera, sur la route de Nice et à une distance commode de Gênes, ma ville natale. Savais-je de quelle demeure il parlait ? Je lui répondis qu'en effet, je la connaissais bien. C'était un vieux palais entouré d'un très beau parc. L'intérieur était un peu nu, assez sombre et triste, car la bâtisse s'était nichée dans les arbres. Mais elle était spacieuse, avait l'air noble et vénérable, et était proche de la mer. Il me répondit que c'est exactement ces termes qu'on lui avait décrit l'endroit, et qu'il se réjouissait de voir que je le connaissais. Peu importait que l'ameublement fût un peu restreint, c'était souvent le cas dans ces vieux palais, et peu importait que l'atmosphère y fût un peu triste, car il l'avait loué essentiellement pour ses jardins, à l'ombre desquels sa femme et lui passeraient la saison estivale.
Donc, tout va bien, Battista ? demanda-t-il. Sans le moindre doute, signore. Très bien. Nous disposions pour le voyage d'une berline construite à notre intention et de tout confort. Rien ne manquait. Nous avions tout ce qu'il fallait. Le mariage eut lieu, les jeunes gens étaient heureux et moi aussi j'étais heureux de voir que tout allait si bien et que nous étions idéalement situés pour me permettre de retourner dans ma ville natale, enseigner l'italien dans le brouhaha des rues à la jolie Carolina, une jeune employée de la maison qui avait la joue rose et le cœur gai et léger. Le temps filait. Mais je me rendis compte. « Écoutez-moi bien », dit le guide en baissant la voix. Je me rendis compte que ma maîtresse s'était parfois plongée dans d'étranges méditations. Elle avait l'air inquiet, malheureux, comme alarmé par quelque sombre impression. Je crois que je remarquai cela pour la première fois un jour où je gravissais une colline à côté de la voiture, tandis que mon maître allait en tête. Je me souviens en tout cas que l'expression de ma maîtresse me frappa un soir où nous faisions route dans le sud de la France, et où elle me demanda de rappeler mon maître. Celui-ci revint sur ses pas et chemina un long moment à ses côtés, en l'encourageant de mots tendres et en tenant sa main dans la sienne, par la fenêtre ouverte. De temps à autre, il éclatait d'un rire léger, comme pour tourner quelque idée en dérision. Elle finit par rire elle aussi, et tout fut oublié. Mais j'étais intrigué. J'interrogeais Carolina, ma jolie mignonne. Notre maîtresse se sentait-elle souffrante ? Non, me fut-il répondu. Était-elle triste ? Non. Appréhendait-elle les mauvaises routes ou les brigands ? Non. Toujours non. Le mystère me parut d'autant plus grand que ma mignonne, en me faisant ses réponses, refusait de me regarder et s'obstinait à contempler le paysage. Mais un jour, Carolina me révéla le secret. Si tu veux vraiment savoir, je crois que notre maîtresse est hantée, à ce que j'ai entendu dire. Hantée ? Par un rêve ? Quel rêve ? Un visage qui lui apparaît. Les 3 nuits précédant le mariage, elle a vu ce visage dans ses rêves. Un seul visage, toujours le même. Un visage effrayant ? Non. Le visage d'un homme à l'allure sombre, aux traits frappants, vêtu de noir, aux cheveux bruns et à la moustache grise. Un homme séduisant, si ce n'est son air mystérieux et insondable. C'est un visage qu'elle n'a jamais vu, différent de tous ceux qu'elle connaît. Dans le rêve, il surgit des ténèbres et la regarde fixement. Rien d'autre. C'est un rêve qui lui revient souvent ? Pas du tout. C'est juste le souvenir de ce rêve qui la trouble. Et pourquoi la trouble-t-il ? Carolina hocha la tête.
C'est ce que lui a demandé notre maître. Mais elle sait pas. Elle aussi se demande ce qui la trouble. Pourtant, tout juste hier soir, je l'ai entendu dire à notre maître que si elle voyait ce visage dans notre demeure italienne, comme elle le craint, elle pensait qu'elle n'aurait pas la force de le supporter. Je dois avouer, dit le guide génois, qu'après cela, j'appréhendais d'arriver au palais, de peur d'y découvrir quelque image de malheur. Je savais que la demeure regorgeait de tableaux et, comme nous approchions, j'aurais voulu que toute la galerie de peinture disparaisse, engloutie dans le cratère du Vésuve. Pour ne rien arranger, c'est par une soirée d'orage sinistre que nous sommes arrivés enfin dans cette partie de la Riviera. Le tonnerre roulait. Et dans la région de Gênes, le tonnerre est terriblement puissant car il résonne sur les flancs de montagne. Les lézards détalaient comme effrayés par toutes les fentes et les éboulis du mur de pierre clôturant le jardin. Les grenouilles coassaient à tue-tête en faisant des bulles. Le vent du large gémissait et les arbres dégoulinaient de pluie. Quant aux éclairs, par le corps supplicié de San Lorenzo, quels éclairs! Chacun sait à quoi ressemble un vieux palais de la région génoise. Les murs boursouflés au fil des ans par l'air marin, les fresques extérieures écaillées qui tombent en emportant de grands lambeaux de plâtre, les grilles de fer rongées par la rouille qui assombrissent les fenêtres des étages inférieurs, la cour intérieure envahie par les herbes, les dépendances délabrées, tandis que tout le bâtiment menace de tomber en ruine. Notre palais ne démentait en rien cette description. Il avait été fermé durant de longs mois, des mois ou des années. Il sentait la terre humide comme les tombeaux. L'odeur des orangers installés sur la grande terrasse arrière, des citronniers qui mûrissaient à la chaleur du mur et des arbustes qui avaient encerclé la fontaine ébréchée s'était insinuée mystérieusement dans la maison et n'avait jamais pu s'en échapper. Il y avait, dans toutes les chambres, comme une odeur de vieux et de renfermé. Une odeur qui croupissait dans tous les placards et les tiroirs. Dans les petites pièces de passage entre les salons d'apparat, cette odeur vous prenait à la gorge. Si vous retourniez un tableau, pour en revenir à ces fameux tableaux, l'odeur semblait s'agripper au mur derrière le cadre, comme une chauve-souris. Partout dans la maison, les volets à lattes étaient bien fermés. Deux vieilles femmes, laides et grisonnantes, faisaient office de gardiennes. L'une d'elles, qui filait sa quenouille en marmonnant, se tenait en travers du seuil, comme si elle eût préféré faire entrer le diable plutôt qu'un peu d'air frais. Mon maître, ma maîtresse, la jolie Carolina et moi-même parcourûmes tout le palais. C'est moi, même si je viens enfin de cette énumération, qui allait cependant en tête pour ouvrir les fenêtres et les volets, ce qui me valut de recevoir de grandes éclaboussures de pluie
des morceaux de plâtre, et parfois un moustique assoupi ou une horrible araignée, dodue et tachetée, comme le sont celles d'Eugène. Une fois que j'eus permis à la lumière du soir de pénétrer dans la pièce, mon maître, ma maîtresse et la jolie Carolina y entrèrent à leur tour. Nous jetâmes alors un regard au tableau qui nous entourait avant que je passe à la pièce suivante. Ma maîtresse redoutait en secret, tout comme nous, de se trouver confrontée à un portrait représentant le visage redouté. Mais nous ne vîmes rien de tel. Des images de Vierge à l'enfant, de Saint François, de Saint Sébastien, de Vénus, de Sainte Catherine, des anges, des brigands, des moines, des temples au soleil couchant, des batailles, des chevaux blancs, des forêts, des apôtres, des doges. Toutes ces figures que je connaissais bien. Oui, des quantités inlassablement répétées. Un homme d'allure sombre, vêtu de noir, à l'air réservé et secret, aux cheveux bruns et à la moustache grise, fixant ma maîtresse depuis le fin fond des ténèbres. Non, pas la moindre trace. Après avoir inspecté toutes les salles et tous les tableaux, nous débouchâmes sur les jardins. Ils étaient assez bien entretenus, car ils étaient loués à un jardinier et étaient vastes et ombragés. Ils abritaient un théâtre bucolique à ciel ouvert, auquel un talus herbeux servait de scène, et des haies d'arbustes parfumés servaient de coulisses. Même en ce lieu, ma maîtresse scrutait toute chose d'un regard fiévreux, comme si elle s'attendait à voir surgir le visage. Mais il n'en fut rien. « Alors, Clara, dit mon maître à voix basse, vous voyez que ce n'était rien. Vous voilà satisfaite. » Ma maîtresse était grandement apaisée. Elle s'habitua rapidement à ce palazzo à l'atmosphère triste, où elle passait ses journées à chanter, à jouer de l'harpe, à copier des tableaux ou à se promener en compagnie de mon maître sous les arbres et la vigne. Elle était belle. Il était heureux. Lorsqu'il montait en selle pour sa promenade matinale, avant que la journée ne se fît trop chaude, il me disait « Tout va bien, Battista ?»« Oui, signore, très bien, grâce à Dieu. » Nous n'avions aucune fréquentation. J'emmenais ma jolie Carolina voir la cathédrale, l'église de l'Annonciation, le grand café, l'opéra, la fête du village, les jardins publics, le théâtre du jour, le spectacle de marionnettes. Ma jolie mignonne s'enthousiasmait à tout ce qu'elle voyait. Elle apprit l'italien par
quel miracle, mon Dieu! Parfois, je demandais à Carolina si ma maîtresse avait enfin oublié ce rêve. Presque, disait la belle enfant. Cela viendrait. Elle y pensait de moins en moins. Un jour, mon maître reçut une lettre et me fit venir. Battista? Oui, signore? Un gentleman dont je viens de faire la connaissance viendra dîner ce soir. C'est le signor Delombra. Qu'on me prépare un festin digne d'un prince. Delombra. Étrange nom que je ne connaissais pas. Mais dans les derniers temps, un certain nombre d'aristocrates et de riches bourgeois poursuivis par le pouvoir autrichien pour des raisons politiques avaient changé de nom. Peut-être était-ce l'un d'entre eux. Encore un. Delombra ou tout autre nom, à mes yeux, c'était la même chose. Lorsque le signor Delombra arriva pour le dîner, dit le guide génois en baissant la voix comme il l'avait déjà fait auparavant. Je le fis entrer dans la salle de réception, qui était la salle d'apparat du vieux palazzo. Mon maître le reçut très cordialement. Il lui présenta sa femme. Comme elle se levait, son expression se décomposa. Elle poussa un cri et tomba inanimée sur le sol de marbre. Me tournant alors vers le signor Delombra, je vis qu'il était vêtu de noir et avait l'air réservé et secret. C'était un homme aux traits frappants, aux cheveux bruns et à la moustache grise. Mon maître prit sa femme dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre, où j'envoyai immédiatement la jolie Carolina. Plus tard, celle-ci me dit que ma maîtresse avait été mortellement effrayée et qu'elle avait passé toute la nuit à délirer à propos de son rêve. Mon maître était aussi contrarié qu'inquiet. Il était presque en colère, malgré sa sollicitude pour sa femme. Le signor Delombra, qui était un gentleman aux manières impeccables, exprima très respectueusement toute sa compassion envers ma maîtresse qui se trouvait si mal. Depuis quelques jours, le vent soufflait depuis les côtes de l'Afrique. Lui avait-on dit à l'hôtel de la Croix Maltaise, où il avait une chambre. Et il savait que ce vent était souvent pénible à supporter. Il espérait que cette femme charmante se remettrait bientôt. Il proposa de laisser ses hôtes seuls et de renouveler sa visite lorsqu'il aurait le plaisir d'apprendre qu'elle allait mieux. Mais
Mon maître ne voulut y consentir, et les deux hommes dînèrent en tête-à-tête. Le signor se retira avant la fin de la soirée. Le lendemain, il se présenta à cheval à la grille d'entrée pour s'enquérir de l'état de santé de ma maîtresse, et revint ainsi 2 ou 3 fois dans la semaine. Mes observations, ajoutées à ce que m'avait confié ma jolie Carolina, m'amenèrent à la conclusion que mon maître avait décidé de guérir sa femme de ses terreurs imaginaires. Quoique tendre, c'était un homme ferme et rationnel. Il tenta de la raisonner. Entretenir ses chimères, c'était se laisser aller à la mélancolie, si ce n'est à la folie. Il ne tenait qu'à elle de se ressaisir. Si elle refusait de céder à cette étrange faiblesse et parvenait à recevoir le signor Delambra comme toute vraie dame se doit de recevoir ses invités, ses terreurs seraient vaincues. À l'issue de quoi, le signor vint à nouveau, et ma maîtresse le reçut sans manifester de signes de détresse trop évidents, même si on la sentait toujours oppressée, sur le qui-vive. La soirée se déroula sereinement. Mon maître était tellement enchanté de voir cette transformation et souhaitait tellement la voir se confirmer que le signor Delambra devint un habitué des lieux. Il était grand connaisseur de peinture, de littérature et de musique. Et sa compagnie aurait été la bienvenue dans n'importe quel morne palazzo. À de nombreuses reprises, pourtant, je pus remarquer que ma maîtresse n'était pas complètement remise. Face au signor Delambra, elle baissait la tête et gardait les yeux rivés au sol, ou bien fixait le signor avec un regard de terreur fasciné, comme si sa personne eût exercé sur elle quelque influence ou quelque pouvoir maléfique. Et, en suivant les yeux de ma maîtresse, je le voyais dans l'ombre des jardins ou dans la pénombre du grand salon, comme s'il la regardait fixement depuis le fin fond des ténèbres, aurais-je pu dire. Car je dois avouer que je ne pouvais oublier la manière dont ma jolie Carolina avait décrit le visage apparu en rêve à notre maîtresse. Après sa deuxième visite, j'entendis mon maître dire : « Alors, ma chère Clara, c'est fini. Delambra est venu, et maintenant qu'il est reparti, vous voyez bien que vos appréhensions ont fondu comme neige au soleil. Viendra-t-il à nouveau ? Demanda ma maîtresse. À nouveau ? Mais très certainement, le plus souvent possible. Avez-vous froid ? Car elle frissonnait.
Non, mon cher, mais... c'est que... cet homme me terrifie. Êtes-vous bien sûr qu'il faille à nouveau l'inviter ? Puisque vous me posez la question, Clara. Absolument, répondit mon maître, comme pour la rassurer. Mais il avait bon espoir de l'avoir complètement rétablie. Un espoir qui grandissait jour après jour. Elle était belle. Il était heureux. « Tout va bien, Battista ?» me disait-il. « Oui, signore. Très bien. Grâce à Dieu. » Au moment du carnaval, dit le guide génois, s'efforçant de parler un peu plus fort. Au moment du carnaval, nous nous rendîmes tous à Rome. J'avais passé toute la journée avec un ami sicilien et un guide qui accompagnait une famille anglaise. Alors que je rentrais le soir à notre hôtel, je trouvais ma jolie Carolina courant tout affolée sur le corso, elle qui d'habitude ne s'aventurait jamais seule hors du palais. « Carolina, que se passe-t-il ?»« Oh, Battista, Dieu du ciel, où est ma maîtresse ?»« Ta maîtresse, Carolina ? Elle a disparu depuis ce matin. Lorsque notre maître est sorti pour la journée, elle m'a dit de ne pas la déranger car elle était fatiguée, ayant été souffrante et n'ayant pu dormir. Elle m'a dit qu'elle allait passer la journée au lit et se lèverait lorsque cela irait mieux. Et la voilà disparue. Disparue ! Lorsque le maître est rentré, il a forcé sa porte et elle avait disparu. Ma maîtresse, elle, si belle, si bonne, si vertueuse. Ma jolie mignonne pleurait, divaguait et se tordait de douleur, dans des affres tels que je n'aurais pu la soutenir si elle ne s'était écroulée dans mes bras, évanouie. Mon maître nous rejoignit. Il n'était plus le même, transformé jusque dans son attitude, son expression, sa voix. Lorsque j'eus déposé ma mignonne sur son lit d'hôtel et l'eus confiée aux bons soins des femmes de chambre, mon maître me fit grimper dans sa berline et nous passâmes la nuit à sillonner ventre à terre les étendues désolées de la campagne italienne. Lorsque le jour se leva, nous fîmes halte dans un misérable relais de poste. Mais tous les chevaux y avaient été loués la veille et envoyés aux quatre coins du globe par le signor. Et oui, lui-même, le signor Dellombra, qui était passé par là, en compagnie d'une dame anglaise qui se tenait blottie, l'air terrifié dans un coin de la voiture. Jamais, dit le guide génois en prenant une longue inspiration. Jamais je n'ai ouï dire que quiconque l'avait vue au-delà de ce point. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a plongé dans l'oubli et dans l'opprobre, aux côtés de ce visage redouté qu'elle avait vu dans son rêve. Alors, ça,
Comment appelez-vous ça ? Fit le guide allemand sur un ton triomphal. Des fantômes ? Il n'y a pas de fantômes dans cette histoire-là. Et dans l'histoire que je vais moi aussi vous raconter, comment appelez-vous ça ? Des fantômes ? Aucun fantôme ici. Le guide allemand continua. Je fus engagé un jour auprès d'un gentleman anglais, un vieux célibataire, pour voyager à travers ma patrie, l'Allemagne. Étant marchand, il avait entretenu avec ce pays des liens commerciaux et en avait appris la langue. Mais il n'y était jamais retourné depuis un voyage fait dans son enfance. Quelques 60 ans plus tôt, si je ne me trompe. Il s'appelait James et avait un frère jumeau, John, lui aussi célibataire. Une grande affection les liait. Ils travaillaient ensemble à Goodmansfield, au cœur de Londres, mais ne vivaient pas ensemble. Mr. James vivait à Londres, dans Pollen Street, une petite rue qui partait d'Oxford Street, tandis que son frère résidait dans la forêt d'Epping. Mr. James et moi devions partir pour l'Allemagne une semaine plus tard environ. La date précise du départ serait fixée en fonction des affaires. Mr. John vint passer cette dernière semaine avec son frère à Pollen Street, où j'étais logé moi aussi. Mais le deuxième jour, il dit à son frère: « Je ne me sens pas très bien, James. Sans doute rien de grave, juste une attaque de goutte. Je vais rentrer chez moi pour me faire soigner par ma gouvernante qui sait s'y prendre. Si je me remets, je reviendrai te voir avant ton départ. Dans le cas contraire, pourquoi ne viendrais-tu pas toi-même me rendre visite avant de partir ? » Mr. James répondit qu'il en serait ainsi, d'accord, et ils se serrèrent la main, ou plutôt s'empoignèrent les deux mains comme à leur habitude. Et ayant fait avancer sa voiture un peu vieillotte, Mr. John partit dans un tonnerre de roues. La nuit du surlendemain, en d'autres termes la 4e nuit de cette semaine-là, je fus tiré d'un profond sommeil par l'irruption de Mr. James, qui entra dans ma chambre, la chandelle à la main, seulement couvert de sa chemise de nuit en flanelle. S'asseyant au bord du lit, il me regarda en disant: « Wilhelm, j'ai bien l'impression que je suis victime de quelque étrange maladie. » Je vis alors que son visage avait une expression très inhabituelle.
« Wilhelm, me dit-il, à toi je peux confier sans crainte et sans honte ce que je n'oserais dire à personne d'autre. Tes compatriotes sont des gens de bon sens qui savent enquêter sur des événements mystérieux plutôt que de classer définitivement un dossier comme si l'affaire était depuis très longtemps passée au crible et refermée, ou plutôt impossible à passer au crible et à refermer. Je viens de voir le fantôme de mon frère. Je dois avouer, confia le guide allemand, qu'à ces mots, je me sentis frémir. Je viens de voir, répéta Mr. James en me fixant droit dans les yeux pour bien voir si je gardais mon calme. Le fantôme de mon frère John. J'étais assis dans mon lit sans pouvoir dormir lorsqu'il est entré dans ma chambre, vêtu d'une chemise blanche. En me jetant un regard intense et sincère, il a traversé toute la chambre pour aller regarder des documents sur mon bureau, et toujours avec le même regard intense, il a traversé à nouveau la chambre en passant devant mon lit, et est sorti. Mais je ne suis absolument pas fou. Et comme je ne suis absolument pas prêt non plus à accorder à ce fantôme une existence réelle en dehors de ma propre imagination, je pense qu'il s'agit là d'un avertissement. Je dois être malade, et il vaudrait mieux que je me fasse saigner. À ces mots, je sautai hors de mon lit. C'était toujours le guide allemand qui parlait, et commençai à m'habiller en le conjurant de ne pas s'inquiéter et en lui promettant d'aller moi-même chercher le docteur. J'achevais tout juste de me préparer lorsque nous entendîmes sonner et frapper violemment à la porte d'entrée. Comme ma chambre donnait sur l'arrière du bâtiment, tandis que celle de Mr. James, située au 2e étage, donnait sur la rue, nous descendîmes chez lui pour nous pencher par la fenêtre à guillotine et voir ce qu'il se passait. « Est-ce Mr. James ?» demanda un homme depuis le trottoir en se penchant en arrière pour regarder vers nous. « C'est bien moi. Et je sais que toi, tu es Robert, le domestique de mon frère. »« C'est cela, monsieur. Je suis désolé de vous annoncer, monsieur, que Mr. John est malade. Très malade, monsieur. On craint même qu'il ne soit à l'article de la mort. Il vous fait demander. J'ai amené son cabriolet. S'il vous plaît, monsieur, ne perdez pas une seconde. Venez le voir. » Mr. James et moi échangeâmes un regard. « Wilhelm, me dit-il, voilà qui est étrange. Je vous prie de m'accompagner. » Avec mon aide, il s'habilla, en partie dans sa chambre et en partie à l'intérieur de la voiture. Et les sabots du cheval firent voler l'herbe sur tout le chemin entre Poland Street et la forêt d'Epping. Et là, écoutez-moi bien, dit le guide allemand. J'entrai avec Mr. James dans la chambre de son frère. Et tout ce qui suit, je le vis de mes yeux et l'entendis de mes oreilles.
Son frère était allongé sur son lit, tout au bout d'une longue chambre. Sa vieille gouvernante était là aussi, ainsi que d'autres personnes. 3, peut-être 4, dirais-je, qui avaient été à son chevet depuis le début de l'après-midi. Il était vêtu de blanc, tout comme la silhouette apparue à son frère. Ce qui est logique, puisqu'il portait sa chemise de nuit. Il ressemblait à cette apparition, ce qui est logique, car il jeta à son frère, lorsqu'il le vit entrer dans la pièce, le même regard que celle-ci. Intense et sincère. Mais lorsque son frère s'approcha du lit, il se redressa légèrement et lui dit, en le regardant droit dans les yeux, « James, nous nous sommes déjà vus ce soir. Tu le sais bien. » Et il rendit l'âme. Lorsque le guide allemand se tut, je m'attendais à entendre des commentaires sur cette étrange histoire. Mais, comme pas un mot ne rompait le silence, je regardais autour de moi. Les 5 guides avaient disparu, tellement silencieusement qu'ils auraient pu être engloutis dans les neiges éternelles de ces pics fantomatiques. À ce moment-là, je n'avais plus du tout envie de rester assis seul dans ce décor impressionnant, ni même, à vrai dire, de rester assis seul, où que ce fût. Aussi, je rentrai dans le salon du couvent, où je retrouvais le gentleman américain, toujours disposé à raconter la biographie de l'honorable Ananias Dodger. Et je l'écoutais dérouler toute son histoire.